Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici à Monte-Carlo pour la 63e édition des rendez-vous de septembre de la réassurance. Après 2 exercices largement chahutés par les catastrophes naturelles, tous les yeux sont aujourd'hui braqués sur la future période de renouvellement du 1er janvier 2020. Réassureurs, cédantes, courtiers discutent aujourd'hui activement et pour me donner les grandes tendances de marché, je rejoins tout de suite Alkis Timaratos, directeur général Europe chez Willis Re. Alkis Timaratos, bonjour. Une première question sur les tendances au vu des renouvellements du 1er janvier 2020. Est-ce qu'on s'inscrit dans les mêmes années? Est-ce que le secteur est un petit peu sous pression? Quelle est votre vision? Alors le secteur continue à être sous pression. On s'inscrit dans une tendance similaire à l'année dernière, c'est-à-dire une poursuite de la discipline dans les marchés de la réassurance, mais je dirais que c'est une discipline sélective. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un découplement des pressions sur les taux, c'est-à-dire que quand on parle de découplement, on va parler d'un découplement par rapport aux régions, c'est-à-dire qu'historiquement, on savait que la réassurance avait des cycles qui étaient globaux. Maintenant, on a un découplement régional, on a des régions qui sont plus affectées par les catastrophes naturelles et qui vont voir un durcissement de leurs conditions, et d'autres régions, comme par exemple les régions européennes, qui sont moins affectées, qui ne vont pas avoir cette pression-là. En dehors du CAT, une pression sur les taux, c'est-à-dire que une attention particulière des réassureurs sur des branches plus longues avec des taux d'intérêt bas, donc qui vont rendre ce renouvellement intéressant comme l'était celui de l'année dernière. On sort de 2 exercices de catastrophes naturelles assez lourds. Là, on est encore en plein dedans avec Dorian et un premier semestre 2019 qui a été aussi assez compliqué. Finalement, est-ce que ça va avoir un impact sur le marché? Est-ce que les réassureurs vont pouvoir faire face? Alors les réassureurs peuvent faire face parce que ce sont des catastrophes qui s'inscrivent déjà dans un marché de la réassurance qui a été en très forte croissance les 15 dernières années, avec des capitaux propres qui sont encore en croissance en 2019, donc premier semestre. On a vu qu'il y a une augmentation des capitaux propres de l'ordre de 8%. Donc ça ne met pas en péril le modèle de la réassurance. Par contre, évidemment, ça érode la rentabilité des réassureurs. Donc si on va regarder la rentabilité du marché de la réassurance au premier semestre 2019 comparé à 2018, on pourrait pas penser que la rentabilité serait plus faible. En réalité, les réassureurs ont produit de bons résultats au premier semestre 2019. On est avant normalisation, on est sur une production de 13,5% de REE. Si on normalise cette rentabilité d'une performance financière forte et de retraitement de réserves qui sont beaucoup plus faibles que précédemment mais qui sont encore là, on est sur un ROE normalisé à 4,2%. C'est-à-dire que l'activité pure de réassurance génère un ROE de 4,2%. Est-ce que c'est suffisant pour les investisseurs? Non. On est encore en dessous du coût de financement en capital pour les réassureurs. Par contre, est-ce que le marché est capable d'absorber ces pertes? Oui. Et est-ce qu'il va compenser ces pertes par une augmentation des tarifs sur l'ensemble de ses activités? Probablement non, parce que la situation est encore assez tenable. Je reviens sur l'Europe. L'Europe est un marché qui a produit d'excellents résultats pour les réassureurs depuis de nombreuses années. Donc les cédantes européennes ne sont pas en situation de chercher ou d'accepter des augmentations de prix sur leur programme s'ils n'ont pas de perte. Je reviens sur les tarifs pour le coup. Est-ce que vous sentez qu'il y a un frémissement? Est-ce que ça ralentit? Pendant des années, on a vu des baisses, des baisses, des baisses. Aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on arrive à s'inscrire dans une tendance qu'on peut finalement voir, capter? Ou est-ce que c'est encore compliqué et on est obligé de faire année par année? Je dirais qu'on n'est certainement plus dans une période de baisse. Je crois qu'on est dans une période de hausse en volume. J'ai envie de dire que le sous-jacent de la réassurance continue à croître. On est dans des pays qui sont en croissance, donc les sommes assurées sont en croissance. On va être on n'est plus dans une baisse. Est-ce qu'on est dans un marché qui se durcit en dommages? Non. Europe, non. Mondialement, si on prend une photo de l'ensemble des renouvellements, oui, on est dans un marché qui se raffermit, mais à nouveau, c'est un message qu'il faut nuancer par région. Sur les régions européennes, on va avoir une augmentation de la prime, mais qui va être mécanique parce qu'on va avoir une augmentation des sommes assurées. Mais pour les cédantes qui ont des portefeuilles qui se sont bien comportés en termes de catastrophes naturelles, à nouveau sur le dommage, on pense qu'on va avoir ce qu'on appelle un taux ajusté au risque qui va être flat ou avec quelques efforts commerciaux, pas très importants, mais qui seront quand même là.
On parle beaucoup de cat, puisqu'on entame la saison des ouragans. On en oublie parfois un peu la réassurance vie. Est-ce que finalement c'est un bon moyen de se diversifier, ce que vous me disiez? Alors pour les réassureurs, c'est un bon moyen de se diversifier. On voit bien que les réassureurs cherchent des segments de diversification pour ne pas être tout le temps sujet au même sinistre. La vie, c'est un domaine qui est en forte expansion et pour les assureurs et pour les réassureurs qui voient un moyen d'ajouter des expositions qui sont globalement décorrélées du risque dommage plus généralement. Ça se fait de manière très timorée. Je ne dirais pas que le marché est en plein en ébullition, hein, mais il est en frémissement de la part des réassureurs. C'est aussi un marché qui est extrêmement consolidé. Donc, qui dit marché consolidé dit opportunité, parce qu'au moment de la déconsolidation, vous allez avoir des parts de marché à récupérer, et des marchés consolidés sont généralement extrêmement profitables, parce que peu d'acteurs. Donc pour les réassureurs, c'est une opportunité. Je pense que pour les conseillers et les courtiers, donc les troisièmes parties autour de la table, c'est aussi une opportunité, dans le sens où les compagnies d'assurance vie commencent à réfléchir leur programme de réassurance vie, un peu de la même manière qu'ils réfléchissaient les programmes non-vie il y a une quinzaine d'années, donc avec solvabilité 2 en tête, avec des objectifs sur le capital et sur la performance. Et donc ces compagnies qui se mettent dans cette logique-là vont naturellement vouloir faire appel à des partenaires plus indépendants qui sont capables de les conseiller sur les structures à placer auprès des marchés. Il y a eu toute une émulation il y a quelques années autour des capitaux alternatifs. Ça semble, selon les agences de notation, se tasser un peu, sans pour autant que le marché s'en détourne. Aujourd'hui, c'est quoi votre vision? Est-ce qu'il faut toujours faire appel aux capitaux alternatifs? Est-ce qu'il n'y a pas eu une sorte d'effet de mode? C'est quoi votre vision là-dessus? Je pense qu'on est dans une phase de consolidation des marchés alternatifs. Je ne pense pas que les marchés alternatifs vont baisser. On est à 90 milliards de capacité des marchés alternatifs sur le marché qui reste, j'ai envie de dire, au sommet de ce que les marchés alternatifs offraient. Je pense que comme les marchés alternatifs ont connu leurs premières pertes, et notamment des pertes plus normales, des pertes plus, j'ai envie de dire, moins modèles, ils ont connu les wildfires, excusez-moi, aux États-Unis. Ces marchés-là et les investisseurs qui sont derrière réfléchissent bien à comment allouer leurs fonds et à qui les allouer. Donc je pense qu'il y a une maturation et professionnalisation des marchés alternatifs. Par contre, ils sont là, et un acheteur global qui va avoir besoin de capacités fortes en dommages, je ne dois pas faire l'impasse de ces marchés-là, parce qu'ils sont là pour durer. Pourquoi? Parce que c'est une portion extrêmement infime des fonds de pension. Et donc ces fonds ont besoin d'investissements qui diversifient leur portefeuille. Et donc la réassurance reste un investissement diversifiant. Alors il n'a pas forcément bien performé pour eux les 2 dernières années, mais sur une échelle plus longue, comme c'est une petite contribution, nous ne pensons pas, et nous ne voyons pas en tout cas, que ces fonds sont en train de sortir leur capacité. Au contraire, on voit par contre cette capacité atteindre les sociétés et les groupes d'assurance de manière différente. Une dernière question sur les courtiers de réassurance, pour le coup. Comment aujourd'hui, dans ce contexte avec beaucoup de catastrophes naturelles, des cédantes un petit peu plus exigeantes, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans la relation tripartite entre finalement assureurs et clients? Je crois qu'il n'y a jamais, évidemment on va parler pour notre propre chapelle, mais il n'y a jamais eu autant besoin de courtiers et de conseils. Les compagnies d'assurance naviguent un environnement qui est plus complexe que jamais. On va parler, sur le plan réglementaire avec Solvabilité 2 qui est fait, mais IFRS 17 qui arrive, et puis un contexte de croissance qui est très différent, avec des nouveaux modes de distribution, avec les insurtech qui se déploient. Donc elles ont d'un côté un marché primaire qui est en forte évolution, et puis un marché de la réassurance, comme on le voit, qui évolue lui aussi, qui se consolide, qui voit les ILS se consolider, se stabiliser. Et donc le rôle d'un intermédiaire qui puisse conseiller de manière indépendante sur les structures et comment positionner ces structures par rapport aux objectifs et de capital et de performance n'a jamais été plus grand. Donc ce qu'on voit, c'est que l'évolution des demandes de nos clients est en train de se diriger vers quelque chose qui est évidemment sur la transaction, mais aussi sur le
conseils. Donc, quelle structure acheter, pourquoi acheter ces structures-là, comment réfléchir aux 3 prochaines années, comment anticiper les mouvements qu'on va observer sur le marché de la réassurance. Et donc c'est une position extrêmement privilégiée parce que c'est une position qui est plus stratégique pour les cédantes et c'est quelque chose qu'on va observer à travers toutes les branches d'activité et toutes les régions. Alkis Simaratos, merci. Merci à vous.